Alors déjà, bonjour à tous ceux à qui j'ai pas dit bonjour. Je m'appelle Nastasia et je travaille pour Zelenka. Il y a un peu plus d'un an, j'avais donné un talk à Agile Grenoble. Donc, voilà, ça n'a pas fait du total... Voilà, c'est un peu plus sympa. Du coup, je disais, voilà, j'avais parlé à Agile Grenoble de Software Craftsmanship et j'avais intitulé mon talk ainsi, en donnant le sous-titre que voici, sciences de rattrapage, de cryptage, etc. Bon, un peu plus d'un an plus tard, je ne suis toujours pas satisfaite du titre. J'ai toujours pas trouvé mieux, donc c'est celui qu'on va garder. Mais grosso modo, je me suis dit que peut-être pour introduire le sujet, l'objectif de ce talk était peut-être la meilleure chose à présenter. Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de présenter? J'ai envie de vous présenter comment moi, ça a changé pas mal de choses, de faire la découverte de ce concept et vous partager tout simplement ça. Donc j'aimerais bien qu'on commence par s'interroger sur ce qu'est l'informatique, puisque finalement l'informatique est surtout notre métier de développeur, puisque c'est quand même un sujet assez neuf, et comme c'est un sujet assez neuf, on a le droit de se demander finalement qu'est-ce que c'est, quelle est la meilleure manière de le décrire. Donc souvent on trouve l'idée d'ingénierie. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui ont fait des écoles d'ingénieurs, donc on parle souvent d'ingénieurs informaticiens, la fameuse chanson, par exemple. Et effectivement, l'ingénieur, qu'est-ce que c'est au départ? C'est quelqu'un qui construit quelque chose. Les logiciels, c'est quelque chose d'immatériel, donc peut-être que finalement, c'est la seule différence. Une image qu'on voit aussi dans notre métier, c'est celle de la science, Sciences U. On parle de sciences de l'informatique, et on est en droit de se demander si c'est à ça qu'on doit le plus rapprocher notre métier. On parle aussi d'industrie, avec l'idée par exemple d'automatiser les tâches répétitives, etc. Et puis souvent j'ai l'impression que quand on parle d'ingénierie de l'informatique, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui derrière ont plutôt un concept industriel de la chose. Je sais pas, en fait, si je me demande, c'est pas terrible. Comme ça. Et puis, on peut se demander si c'est pas de l'art. Puisqu'on est dans la construction de quelque chose, est-ce qu'on le fait avec de l'esthétisme? Je pense qu'on a tous ici déjà entendu parler de code beau, de code pas beau. J'y reviendrai. Ou alors, si on est ici ce soir, c'est pour vous présenter finalement une autre image qui est celle de l'artisanat. Est-ce que finalement, on ne construit pas des logiciels comme on ferait de l'artisanat? Alors en fait, comment je suis venue à ça? Pendant longtemps, il a fallu que je ruse pour expliquer mon métier. La première fois que j'ai dit que j'étais développeur, c'était assez drôle et en même temps un peu coup de poing. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'études d'informatique, donc pour moi, être développeur, c'était genre... J'étais arrivée, j'étais vraiment super contente. Et on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et j'ai dit très fièrement, je suis développeur. Et la personne m'a répondu, tu pourrais me dire que tu es enveloppeur, ça ne veut rien dire pour moi. Là, ça a été un peu... Au début, je me suis dit, bon, ça ne va pas marcher comme ça. Et puis, surtout, j'ai une petite sœur, 2 ans de moins que moi, mais comme petite, qui est quelqu'un de très, très intelligent, il n'y a pas de problème, elle est capable de comprendre plein de choses, mais elle n'est pas du tout dans mon domaine. Et j'avais quand même envie de lui expliquer ce que je faisais au quotidien. Je suis quand même assez proche d'elle, et j'avais besoin, et j'ai encore besoin de lui dire quels sont les problèmes que je rencontre au quotidien. Et du coup, je suis partie sur une image qui est celle d'un constructeur de chaises. Alors, ça paraît peut-être un peu tiré par les cheveux, mais pour moi, ça marchait très bien, et ça marche encore plutôt pas mal. Je disais, tu vois, je suis comme un constructeur de chaises, c'est-à-dire qu'on me donne du bois, on me donne du tissu, et puis chaque bois, chaque tissu a ses particularités, et puis moi je vais devoir les travailler pour en faire une chaise. Donc là c'était un petit peu
l'image du langage, en fait. Puis je disais, on peut on peut demander la même chaise fonctionnellement à 2 développeurs, pourtant, dans les détails, elle ne sera jamais pareille. Donc je poussais le truc assez loin, j'expliquais le concept des chaises qu'on fait rapidement, mais qui finalement se cassent au bout d'un mois, et puis des chaises qui durent plus longtemps, mais auxquelles on a pris plus de temps pour les faire. Puis j'allais assez loin, parce que par exemple, je disais, je vais essayer de lui expliquer le refactoring, hein, le fait de se faire du moins sa voix quand on a une nouvelle fonctionnalité. Je disais, j'ai pensé à une chaise pour s'asseoir. Très bien, elle marche. Le problème, c'est que mon client, il vient en me disant, ouais, maintenant, je voudrais qu'elle se plie. Ouais, mais en fait, moi, je n'avais pas du tout pensé les choses pour qu'elle se plie. Donc, je ne vais pas juste bricoler quelque chose par-dessus pour que la chaise se plie. Il faut que je repense, par exemple, les accoudoirs qui n'étaient pas faits pour accepter cette nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est assez naturellement qu'en fait, sans m'en rendre compte, je tissais cette métaphore de l'artisanat en en dégageant un état d'esprit. Et du coup, pour moi, cette idée de software craftsmanship, c'est vraiment cet état d'esprit dont découle cette métaphore. Ce n'est pas un set de practice, mais vraiment une manière de concevoir mon métier. Alors après, ça va peut-être déboucher sur certaines pratiques qui ne sont pas gravées dans le marbre, mais à la base, ce n'est pas ça. Ces pratiques, ça peut être par exemple de faire la veille technique pour voir comment les autres constructeurs de chaises y font, avoir une vie communautaire pour connaître les ébénistes qui sont autour de moi, etc. Cette idée d'artisanat du logiciel, c'est une idée qui finalement est assez vieille et qui a sans doute toujours été là depuis que le début, depuis que les développeurs étaient en fait des développeuses. Je fais caricature, mais voilà, cette tension-là a finalement toujours été là. Comment est-ce qu'on décrit le mieux possible notre métier? Et déjà, la question de l'artisanat se posait, et ce n'était pas forcément une question d'ailleurs qui était toujours vue, et même encore maintenant, je le vois pas toujours comme quelque chose de positif. Des fois, l'artisanat, c'est un peu du bricolage. C'est parfois un peu vu comme ça. Littérairement, dans la littérature, on a un article en 92 qui pose la question du software design et qui pose peut-être cette idée, si on voulait donner une histoire à cette métaphore, qui commence un petit peu à parler de ça. Donc Jack Reeves, en fait, qu'est-ce qu'il écrit dans son article? On est en fait au début de C++ et du moins de l'engouement de ce langage, et tout le monde en parle, tout le monde parle de l'idée de l'orienté objet, etc. Et lui, il écrit cet article pour proposer en fait une solution, une réponse à pourquoi cet engouement. Et il dit en fait, cet engouement, c'est parce que finalement, ce langage nous permet de mieux exprimer ce qu'on cherche à exprimer, et ça nous permet de faire un meilleur design de notre logiciel, une meilleure conception. Et c'est là où il va interroger ce qu'est finalement le fait de programmer et ce qu'est le fait de concevoir un logiciel. Il revient sur une conférence à laquelle il a assisté, qui posait justement la question de est-ce que l'informatique, c'est de l'ingénierie? Et du coup, il dit, revenons là-bas, c'est quoi l'ingénierie? Et la définition qu'il donne, il dit, c'est des personnes qui vont construire un document assez conséquent, ça c'est la conception, et puis ils vont l'envoyer à une équipe différente, qui des fois ne communiquera jamais avec les personnes qui ont conçu la documentation. Et puis souvent d'ailleurs, on nous dit, on ne construira pas qu'un produit à partir de cette documentation, on produira plusieurs en série. Et par rapport à ça, il nous dit, mais où est la documentation finalement, et où est la construction du produit en soi dans l'informatique, si on veut le rattacher à cette métaphore de l'ingénierie. Et il dit, qui c'est qui va construire le produit? En réalité, c'est le compilateur. Donc en fait, finalement, toute la documentation, c'est le code. Et c'est la partie qui est finalement la plus compliquée, parce que le compilateur, on voit bien que ça se fait très rapidement, c'est presque gratuit finalement de construire un produit, alors que de concevoir
la documentation qui le code, c'est extrêmement complexe dans bien des cas. Et du coup, il dit peut-être que justement, ça ne sert à rien de faire de la surdocumentation sur cette documentation qui en est déjà une, et concentrons-nous là-dessus. Et pour s'y concentrer, peut-être que le voir d'un point de vue artisanal, ce travail-là, est peut-être quelque chose qui va nous permettre de mieux répondre à nos problèmes. Donc c'est un peu le propos de cet article. En 1999, on a un livre qui va parler aussi de craft, beaucoup plus connu, qui fonde l'idée que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Enfin, c'est comme pour l'histoire du forgeron, c'est en développant qu'on devient développeur, qui va mettre en place tout un système de maître-élève. Je résume un petit peu, mais c'est quelque chose qu'on voit encore, cette idée d'être des apprenants. Un peu plus tard, on a Software Craftsmanship, The New Imperative, que j'aime beaucoup, sans doute parce que c'est là où j'ai vraiment pris conscience de cette notion de métaphore, en fait, où la personne dit, finalement, si on y réfléchit bien, le fait de se considérer comme des ingénieurs, le fait de faire de l'ingénierie en informatique, c'est une métaphore. Alors bon, je n'entrerai pas dans le débat littéraire de ce qu'est une métaphore, parce que certaines personnes pourraient me répondre, le principe d'une métaphore, c'est d'être vrai. On ne va pas aller plus loin que ça, mais grosso modo, puisque ce n'est qu'une métaphore, pourquoi pas en proposer une autre, c'est pas quelque chose de gravé dans le marbre, de fixé. Il revient lui aussi sur une conférence qui parlait de la crise du logiciel et qui essayait de pallier la crise du logiciel. La conférence, c'est 1968. Et en fait, dans cette conférence, il discutait du fait de concevoir effectivement l'informatique comme de l'ingénierie, mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient sur de très grosses applications avec un besoin de sécurité hyper important, et puis aussi l'idée d'avoir à construire son hardware en même temps ou avant que son software. Et du coup, toutes ces prérequis faisait que peut-être que concevoir les choses de manière systématique, concevoir une documentation avant de faire le code pendant que le hardware est en train de se faire, peut-être que ça répondait au problème à ce moment-là. C'est du moins ce qu'il dit. Mais est-ce que maintenant, on ne peut pas aller plus loin? Alors après, j'ai envie d'insister sur le fait que c'est pas parce qu'on propose une autre métaphore que ça veut dire qu'on rejette en bloc toutes celles qui ont eu lieu avant, toutes celles qui ont encore lieu. C'est juste un nouvel éclairage. Et lui, il dit, du coup, moi j'ai plutôt envie de voir notre métier de développeur comme un métier se rapprochant plutôt de l'artisanat. Donc il y a aussi cette idée de forgeron. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on apporte beaucoup d'importance à la pratique, qu'on remet l'humain au centre de la pièce. Et puis, une idée que j'aime bien, qui est pas mal dit dans ce livre, qui peut paraître usée, mais finalement, je la vois encore beaucoup, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'une montagne de développeurs pour faire une application qui marche, mais de développeurs qui sont capables de progresser, de faire progresser les autres, et d'en avoir un nombre plus restreint, et peut-être quelque chose qui pourrait marcher mieux. Alors ça paraît vraiment une idée usée, mais en fait, moi personnellement, j'y ai encore droit. Où, la dernière fois, on remettait en question une de mes expériences parce qu'il n'y avait pas assez de développeurs. Donc, comme il n'y avait pas assez de développeurs, c'était pas une application assez conséquente. Alors, on peut juger de la conséquence de cette application sur plein de choses, mais en termes de nombre de développeurs, je trouve ça un peu bizarre quand c'est du flan si vous n'êtes pas nombreux. 2002-2006, on a des entreprises qui disent officiellement s'intéresser au craft. Et puis, on a un peu après la proposition d'une nouvelle proposition à ajouter en fait au manifeste agile, qui est donc Craftsmanship over Craft ou Craftsmanship over Execution. Donc le Bob, j'y reviendrai. Oncle Bob, du coup, de son vrai nom, Robert Saint-Martin,
qui est quelqu'un d'assez connu dans le domaine, mais pas que, qui a écrit plein de livres intéressants, qui fait plein de choses intéressantes. Et j'y reviendrai, qui s'intéresse pas mal au craft. L'idée que j'aime beaucoup derrière ça, c'est cette imbrication, en fait, dans l'agilité. Le craftsmanship, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui va s'opposer à l'agilité, mais quelque chose qui va en découler. Et les personnes qui embrassent les concepts craft sont des personnes qui, je pense, la plupart du temps, embrassent les concepts agiles. Enfin, je pense que c'est vraiment très lié, déjà dans l'histoire et dans la conception. 2008, nous avons donc Clean Code d'Oncle Bob pour faire un code propre. Livre que je trouve hyper intéressant, mais je préfère la version qui vient après de Clean Coder, qui est cette fois-ci le codeur propre. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut se laver le matin, c'est sympa, mais c'est plutôt sur l'attitude à avoir pour faire émerger un code propre. 2008, une conférence du coup sur le software craftsmanship. Et puis 2009, le manifeste. Qu'y a-t-il dans le manifeste? Voilà, il y a ça dans le manifeste, grosso modo. Donc vous allez trouver la mise en avant de certains éléments, comme les logiciels bien conçus, l'ajout constant de valeur, communauté professionnelle, partenariat productif. Et puis, en tête, l'idée d'élever le niveau. Alors, élever le niveau, il y a des personnes qui peuvent le prendre de manière prétentieuse, j'ai envie de dire. Moi, c'est pas du tout comme ça que je le vois. C'est plutôt l'idée de poser le fait que, finalement, les développeurs, c'est des progressants et qui vont s'inscrire dans cette logique de progression. Dans ce manifeste, ce que j'aime bien aussi, c'est que il y a le manifeste agile qui est derrière. Si vous connaissez un petit peu le manifeste agile, en fait, c'est vraiment juste un poursuiveur du manifeste agile. Et l'autre chose que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on a déjà, dans les manifestes agiles, en fait, des choses qui sont déjà là, mais qui ne sont pas exprimées comme ça. Pour moi, l'exemple le plus flagrant, c'est la communauté de professionnels. S'il n'y avait pas eu une communauté de professionnels, je ne suis pas sûre qu'il y aurait eu un manifeste agile. S'il n'y a pas des gens qui se regroupent pour discuter de nos métiers, les choses ne peuvent pas forcément éclore. Donc avec ça, on voit que, encore une fois, c'est pour moi en tout cas vraiment plus un éclairage de ce qu'on avait déjà et de ce que peut-être on a aussi perdu en fait avec le terme galvaudé d'agile. Et puis justement avec le craft, un point sur lequel je voudrais parler, c'est on peut trouver dans le craft un retour à l'extreme programming, dans le sens où on parle souvent de Scrum, on parle souvent de Kanban, pas toujours beaucoup d'extreme programming. Alors c'est une méthode agile qui va mettre, qui on va dire va essayer de donner un code agile peut-être plus que là où le Scrum pourrait essayer de le faire. Je ne suis pas là pour juger, hein. J'essaie de donner une définition sans trop rentrer dans les détails, et qui du coup va contrer toute cette histoire de taylorisme, de devoir faire les choses bêtement dans l'exécution. Et surtout, ce que je trouve important, c'est que dans l'extreme programming, il y a des principes, il y a des valeurs, et il y a des pratiques. Et ces pratiques, là du coup, on a un exemple, et vous pouvez reconnaître TDD, pair programming, refactoring. Pourquoi est-ce que j'aime bien mettre ça en avant? C'est simplement parce que des fois, on va dire le craft, c'est du TDD. Non, pas forcément. Parce que le craft, c'est pas un ensemble de pratiques. Elles peuvent bouger, en fait. Il n'y a pas... c'est pas forcément le craft qui a déjà inventé le TDD. Et puis, peut-être que demain, la solution pour répondre aux besoins de dev qu'on a, bah, ce sera peut-être pas le TDD, ce sera peut-être autre chose. On aura découvert quelque chose d'autre.
Alors bon, ça c'est bien, je vous parle un petit peu, je vous ai fait un petit historique que j'ai essayé de cadrer un petit peu, mais vous pouvez être un petit peu dubitatif et puis vous poser des questions que moi je me posais un petit peu à ce moment-là, et du coup je vais essayer d'y répondre. Déjà, premier élément, c'est qu'il est difficile d'être contre le manifeste. Alors, il y a quelqu'un qui est déjà passé au mug qui l'expliquerait beaucoup mieux que moi, mais il n'est pas là. Donc, je vais en parler un peu à sa place et puis donner mon avis. C'est vrai que par rapport au manifeste agile qui était, à mon avis, beaucoup plus tranché, là, on a quelque chose de moins tranché. C'est pas forcément grave parce que c'est un éclairage sur ce qu'on avait déjà, et ça ne veut pas dire que ça ne va pas apporter des choses. Malgré tout, moi, je sais que j'ai eu des problèmes par rapport à ce manifeste que j'ai présenté à certaines personnes et qui avaient l'impression que bon, ce n'était pas très intéressant finalement. Qu'est-ce que ça apportait? On n'est pas dans une révolution violente, enfin, quelque chose comme ça qui ne plaît pas à tout le monde. J'ai envie de dire que c'est pas parce qu'on fait toujours des révolutions violentes qu'on apporte toujours des choses. Enfin, voilà, on peut apporter les choses simplement par de nouveaux éclairages. L'autre chose, c'est que ce terme de software craftsmanship a tendance à devenir un besoin. Alors, pour la petite histoire, je ne me rappelle plus de qui a fait ça, mais je sais qu'il y a une fois une personne de mon entreprise qui a posté sur Twitter trop bien, aujourd'hui on fait du refactoring, #craftsmanship. Sans vous dire, le gars s'est fait défoncer. Mais, vraiment, il y avait plein de gens qui disaient tu peux pas confondre une pratique avec le craft, etc. Okay. Et du coup, on en a beaucoup discuté en interne. Je me suis rendu compte qu'il y avait des ultras, qui disaient surtout on n'en parle pas. C'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ok, c'est un concept qui existe, mais si on en parle, les entreprises vont le récupérer et puis on ne pourra plus rien en faire. Et je vous avoue que même moi, en venant en parler ici aujourd'hui, en ayant parlé à Gilles Grenoble il y a un peu plus d'1 an, je m'étais posé la question, je me suis dit, est-ce que tu n'es pas en train d'alimenter quelque chose? Et puis, je n'ai pas envie d'avoir un talk bullshit, en fait. Je trouverais ça dommage. Pour autant, je trouve que c'est quand même sympa d'en parler, et qu'à partir du moment où on se dit, bon, il y a la tentation du buzzword, peut-être que on peut essayer, déjà en le sachant, de ne pas tomber dedans. J'ajouterais, mais ça c'est une impression personnelle, j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu ces histoires de changement de nom, software crafter, software crafting, j'ai l'impression que ça change un peu. Alors après, c'est pas des stats, c'est juste une impression personnelle. J'ai l'impression que justement, du coup, on a un peu perdu ce buzzword, c'est peut-être pas si mal. Puis il y a une question qu'on peut quand même se poser, c'est est-ce que finalement les développeurs sont vraiment des artisans du code, au sens vraiment de l'artisanat, de cette métaphore, est-ce que la métaphore marche? Alors, comme je disais, moi, comme je la tissais avant de connaître le concept, pour moi, elle marche. Mais finalement, c'est peut-être pas si grave que ça si pour vous, elle ne marche pas du tout, mais que vous vous dites, la démarche est quand même sympa, l'état d'esprit est quand même cool, et je vais quand même en tirer quelque chose, même si je ne crois pas au fond de moi. Et du coup, je dirais que vraiment, pour moi, le plus important, c'est cette histoire d'état d'esprit dont découle cette métaphore, et qui est, à mon sens, le plus important. Et une troisième chose que, pour moi, du coup, le craft est forcément devenu, c'est un mouvement. Puisque on est des apprenants, puisqu'on est des progressants, eh ben, on va se construire et puis essayer de partager, de trouver comment mieux faire. Et ça, ça donne quoi? Ça donne les software crafters de Lyon, mais qui sont absolument pas les seuls en France ou à l'étranger d'ailleurs. Donc ça peut être plein de choses, il y a eu des livres, il y a des rencontres, il y a plein de choses. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, il y a eu un mouvement derrière et qu'il y a encore un mouvement, au-delà d'être une métaphore, un état d'esprit. Je pense que c'est un mouvement. Alors qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? Alors, pour certains, le craftsmanship, finalement, c'est juste un idéal d'artiste, et certains vous diront, on n'en tire rien.
je vais revenir à cette notion de beau code, dont on entend souvent. Je pense que vous êtes tous bagarrés un jour avec un de vos copains qui vous a dit que votre code était moche ou quelque chose comme ça, ou le contraire, si c'était vous qui étiez en bonne position. Je me suis demandé ce qu'était un code beau, et pour la petite blague, je me suis amusée à chercher, et j'étais assez contente d'avoir trouvé quelque chose qui pour moi représentait le code beau. Il est à la slide suivante. Je vais vous le présenter. Je suis assez contente de moi, parce que je me dis, mais ça, oui, ça, c'est un code beau, en fait. Ce petit vert là qui s'illumine sur ce fond noir, qui nous donne envie de voyager. Ça, c'est un code beau. Mais en fait, c'est pas ça quand on dit un code beau. Et c'est peut-être juste un problème de communication qui, d'ailleurs, a des répercussions avec les personnes qui sont pas devs autour de nous, qui sont mais les devs, c'est des artistes, ils veulent faire un code beau. C'est pas ça qui va faire avancer le produit. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on entend par code beau? On entend un code qui soit lisible, qui soit maintenable, qu'on a envie de débugger, qu'on a envie de faire évoluer. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire time of market, ça veut dire business. Et en fait, finalement, il y a une dimension beaucoup plus business dans cette histoire de beau code. Et du coup, j'en viens à la question de est-ce qu'on peut se priver de la qualité? Alors, est-ce qu'on peut discuter, par contre, de ce qu'est la qualité? Ça, c'est un long débat. Par contre, là, ce que je vous propose, un petit peu plus simple, on va dire, c'est de se priver de la qualité. Et là, j'ai mis un petit triangle pour représenter un triangle qui me met assez souvent mal à l'aise, qui oppose coût, délai et qualité. Et qui veut dire que si on fait de la qualité, on ne sera pas dans les coûts, on ne sera pas dans les délais. Alors que pour citer quelqu'un qui était à Agile Grenoble la dernière fois, j'ai plutôt tendance à croire qu'une équipe qui rogne sur la qualité, c'est une équipe qui s'auto-alimente en travail. Donc si elle s'auto-alimente en travail, elle va mettre plus de temps à dev et elle sera ni dans les délais ni dans les coûts. Moi, je n'ai pas l'impression que la qualité soit un facteur qui va nous faire ralentir, mais plutôt le contraire. Et il m'apparaît, pour reprendre des termes qui ne sont pas forcément les miens, mais que vous retrouverez dans le livre de Sandro Mancuso, que oui, il faut construire la bonne chose, et donc c'est pour ça qu'on va mettre en place des pratiques comme des itérations courtes, mettre en place des équipes de dev et de fonctionnels pour fonctionner ensemble, mais que ça ne peut pas marcher si on ne construit pas la chose correctement. Si le produit, quand on souffle dessus, il s'effondre, bon, tout le monde est capable de faire une façade à peu près, mais bon, c'est pas ce qu'on demande à un produit. Là, j'ai simplement mis des pratiques, encore une fois, rien n'est fixé dans le marbre, c'est juste des exemples de choses sur lesquelles on s'interroge pour réussir à, finalement, dans l'idée, construire des cathédrales. Bon, ça paraît un peu prétentieux, parce que bon, déjà notre métier est super jeune par rapport à l'âge qu'ont nos cathédrales, pour la plupart du moins. Mais ce que j'aime bien dans cette image, c'est l'idée que ça ne sert à rien de vouloir tout péter tous les 2 ans. Moi, les histoires de migration, tous les 2 ans, ça me fait toujours flipper. Je trouve ça toujours dommage. Je me dis qu'il y a eu un problème à un moment donné. Notre-Dame, on ne s'est pas dit la peinture elle est décrépite ou alors ça va pas, on casse tout, on refait. Folie quoi. C'est pas possible. Donc en fait finalement Notre-Dame on la refactor au fur et à mesure et aujourd'hui il y a toujours des tonnes de visiteurs qui viennent la voir et elle continue à fonctionner. Il y a cette idée que finalement si on emprunte, à un moment donné il faut toujours rembourser. Et cette idée de dette technique, en fait, où on se dit, c'est pas grave, j'emprunte sur la qualité, elle est aussi, à mon sens, je pense, un peu galvaudée, malheureusement, alors que finalement, je trouve que c'était à la base une image hyper violente. Parce qu'un emprunt, faut le rembourser à un moment donné. Si on ne le rembourse pas, ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent, ça veut dire qu'on ne peut plus concrètement habiter la maison dans laquelle on habite, ça veut dire que notre produit va mourir, etc. Une solution que je propose en Club-Hop, justement, que j'aime bien pour rembourser la dette, c'est l'idée du Boy Scout. Alors,
Peut-être que certains ont été Boy Scouts, moi jamais. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais lui, il raconte en tout cas que les Boy Scouts, quand ils arrivent sur un camp, ils font en sorte non pas de laisser l'endroit aussi propre qu'il l'était avant, mais encore plus propre que quand ils sont arrivés. Et du coup, c'est une manière de rembourser sa dette à la nature, pour le coup, dans le cas des Boy Scouts, mais nous, aux emprunts qu'on a fait sur notre produit. Et finalement, tout ça pour dire que la qualité, à mon sens, c'est quelque chose qui nous permet d'aller vite et pas le contraire, en fait. C'est pas quelque chose qui nous ralentit, même si, encore une fois, on peut discuter longtemps sur ce qu'est la qualité. Ça. Donc tout ça, c'est des réflexions qu'on trouve pas mal et qui, à mon avis, ont un but qui, pour moi, est hyper important, c'est celui de nous apporter de la fierté à tous, aux développeurs, ok, mais aussi au business. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose dans cette réflexion, finalement, de très, très lié au business et à la fierté de tous, des clients, etc. Le craftsmanship, donc, est-ce que c'est un idéal d'artiste? Je ne pense pas. Et je pense qu'il y a un souci d'efficacité qui est parfois gommé sous de la mauvaise communication. Mais je pense qu'il y a vraiment un intérêt porté au produit, à la satisfaction client. D'ailleurs, ça fait partie du manifeste, cette relation avec le client. Tout ça pour que chacun ait de la fierté. Une autre question que je vois parfois qu'on me dit, c'est le craft, c'est un truc réservé aux héros. Il y a quelque chose qui fait peur dans le craft, en tout cas c'est encore une fois l'impression que moi j'ai. Et je trouve ça dommage déjà parce que c'est une communauté qui est ouverte à tout le monde, qui pose l'idée de progressant. Et en posant, à mon sens, l'idée de progressant, ça veut dire que, à un moment donné, il faut bien commencer de rien ou pas grand-chose. Et puis en plus, ce que j'aime bien quand on me pose cette question du héros, c'est que dans le mouvement craft, notamment beaucoup par le livre de Jim Coder d'Oncle Bob, mais pas que, on pose la question du héros, de ce qu'est un héros dans notre métier et de la tentation du héros. Moi, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir fait, à être tombé dans ce travers. Moi, j'espère que je ne suis pas la seule à avoir voulu briller, marcher, montrer que j'étais capable, que j'étais vraiment capable d'encaisser énormément, de toujours sauver tout le monde du feu. Bon, déjà, pourquoi est-ce que ça devrait tout le temps être le feu? Il n'y a pas de raison pour qu'un projet soit tout le temps le feu. Mais soit. Au début, je faisais beaucoup d'heures, j'étais assez contente de ce que je faisais. Et honnêtement, au début, ça marchait. Hein. J'étais déjà pas trop mauvaise dans le sens où les heures que je faisais en plus m'apportaient réellement quelque chose. Et puis en plus, on me pardonnait plus facilement. Parce que si j'avais fait une erreur, oui, mais bon, là, ça fait beaucoup d'heures, donc c'est pas grave. Voilà, on peut comprendre. Sauf que ça, finalement, ça a marché un temps. Puis je me suis finalement assez vite écroulée, en fait. Et je pouvais faire autant d'heures que je voulais. Finalement, je faisais semblant. C'est pas que je voulais faire semblant, que j'étais devant mon poste et que je glandais pour glander, mais en fait, j'y arrivais pas. J'étais fatiguée et ça marchait tout simplement pas. Alors après, chacun, par rapport à ça, à son rythme, hein, il y a des gens qui vont en encaisser de fous furieux et pour qui ça ne va pas poser un problème, et genre jamais. Tant mieux pour eux, à la limite qu'ils en profitent. Mais je me dis, c'est pas parce qu'on a un rythme plus faible que c'est grave. Et c'est, à mon sens, pas du tout là où finalement les efforts sont apportés. L'idée finalement, c'est peut-être plutôt que le professionnalisme, le fait d'être dédié à son travail, c'est sans doute plus une question de discipline que d'heure, comme il dit du coup Oncle Bob. Et ça m'a vraiment marqué, parce que quand j'étais un héros, quand j'essayais de l'être du moins,
C'était à une époque où je manquais de discipline. Dans le sens où j'étais jeune, comme tout le monde, et j'avais plus envie de faire des heures de fou que de passer du temps à progresser et à apprendre mon métier. Enfin, c'était finalement quelque chose de peut-être pas plus dur en termes d'heures, j'aurais peut-être fait moins d'heures, mais c'était plus dur de m'y confronter que d'être là à être toujours présente. Autre citation que j'aime bien de Ken Beck, qui dit que finalement, un grand dev, c'est un bon dev qui a développé de très bonnes habitudes et qui du coup a progressé, a appris plein de choses. Et pour tout ça, l'une des choses qu'il a fallu que j'apprenne à faire et qui n'est pas toujours très agréable, c'est de dire non. Alors du coup, on m'a dit qu'il fallait peut-être plus que je mette non 3 petits points, parce que bon, ça peut paraître un peu dur comme ça. Alors il y a clairement des fois où je dis non, non, voilà, non, je peux pas, ça c'est pas possible, c'est pas envisageable, j'arriverai pas à le faire. On peut avoir envie d'aller sur la Lune, c'est pas pour autant qu'on est capable de le faire. Mais plus qu'un non ferme et définitif, peut-être que le plus intéressant, c'est d'avoir un non de 3 petits points, c'est-à-dire de se donner les moyens d'accéder à un oui possible et de dire bon, peut-être qu'on ne pourra pas aller sur la Lune, mais peut-être qu'on peut faire un planétarium. Je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, peut-être qu'on peut trouver une autre solution. Et puis, à mon sens, voilà, rien ne sert de prétendre, il faut être discipliné. Alors, je ne dis pas que quand les gens disent oui à tout, ils le font hypocritement ou mentant. Moi, quand je disais oui à tout, je pensais sincèrement que j'étais capable de tout faire, de tout encaisser. Mais aujourd'hui, j'ai quand même un peu plus de recul. C'est toujours un travail de progressant, justement. Et de se rendre compte de ce qu'on est capable de faire et de ce qui est de toute manière souhaitable pour soi, pour le produit, pour les personnes qui nous entourent. Parce que si on dit oui, alors qu'on n'est pas capable, finalement, nous, on se met mal, mais la personne à qui on a dit oui, on la met mal aussi, en fait. Parce qu'elle, elle va dire oui à quelqu'un d'autre, qui va dire oui à quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, finalement, on n'était pas capable de réaliser sa demande. Du coup, à la question, est-ce que le craftsmanship est un truc réservé aux héros ? Déjà, si on pose la question, tu peux pas venir parce que tu as peur de te faire allumer par des personnes meilleures que toi, je pense pas, puisque voilà, il faut bien débuter quelque part et que chacun, on a tous une tonne et une tonne de choses à apprendre, surtout dans un métier aussi jeune. Et ensuite, la question du héros, du coup, c'est quelque chose à oublier. Wonder Woman, moi aussi, je la trouve super chouette, mais quand je vais au cinéma, dans la vraie vie, c'est peut-être pas la meilleure attitude à avoir. Il faut peut-être mieux se concentrer sur une certaine discipline. Dernière question que j'ai aussi, donc voilà, c'était de buzzword, et du coup, le truc que le craft, c'est un truc hype. Alors bon, dans la littérature, on va le faire remonter à 92, mais comme je disais, c'est un truc qui a toujours été plus ou moins là. Donc moi, je pense au contraire que c'est un truc plutôt vieux. Ça ne veut pas dire que parce que c'est vieux, on n'a pas le droit d'en parler et de le renouveler. Mais en tout cas, un truc hype juste pour être hype, j'espère pas. Et pour conclure, donc, si je dois résumer un petit peu tout ça, je dirais vraiment pour moi, le craft, c'est une métaphore dont découle un état d'esprit, dont découle un mouvement qui, personnellement, m'a apporté vraiment un regard sur ce que je fais au quotidien et m'a apporté beaucoup de bonheur, j'ai envie de dire, pas que, mais en tout cas, plus de sérénité par rapport à ce que je fais au quotidien. Je vous remercie. Il y avait 3 personnes qui étaient pour une licence, c'est ça? Bon, la question la plus intéressante. Oui. Un petit peu dans votre expérience vis-à-vis peut-être du regard de la part de... Je n'ai pas du tout entendu. En fait, un petit peu un retour d'expérience ou ressenti depuis que tu as un petit peu pris complètement pris cette direction-là. Dans ta relation avec les personnes avec lesquelles tu travailles au quotidien, est-ce que, par exemple, il y a un côté professionnel qui ressort plus, ou je sais pas.
Bah, ouais, vraiment pas mal. Alors après, ça s'est quand même fait étape par étape, j'ai envie de dire, cette prise de conscience. Mais ouais, comme je disais au début, j'étais un citron qu'on pouvait presser à l'infini, par exemple. J'étais faussement efficace, en fait. Alors qu'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup plus de recul. Genre, des fois, je sais que je peux parfois même m'agacer parce que, bon, quand on me dit, ouais, c'est urgent, bon, pourquoi c'est urgent? Pourquoi est-ce que tu as mis une deadline? Enfin, je suis parfois même un peu rouille, en fait. Mais bon. Non, mais ça m'a fait penser à un passage du cours, etc. Je crois que c'est cette phase d'ailleurs où il explique qu'il bosse dans une équipe pendant quelques mois avec le commercial, notamment, et que, en gros, le commercial pousse vachement l'équipe à faire de l'extra, plus, etc. Et qu'ils arrivent à la fin du projet, qu'ils sont ailleurs. Et à ce moment-là, je sais plus, pour sortir le produit, il y a besoin d'une signature de la part des personnes qui sont payées, etc. Et Bob dit, bah, très bien, on fait pas des lectures, on va aller voir, on sait, puis ici, et là, sur le commercial, maintenant, c'est pas possible, Oui. c'est des professionnels. Ouais. Et là, en fait, il se rend compte que cette attitude-là peut avoir un regard un peu importé, on va dire, sur la profession, bien sûr, que juste des gars qui s'écolent et vont faire parce qu'ils aiment ça. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Oui, c'est vrai. Mais je pense, enfin, par rapport à ça, ce que je disais avec cette histoire de code beau, même moi, hein, je le fais, je pense qu'on a des fois des problèmes de communication, en fait, vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Et on passe pour des gros geeks excités du code, alors qu'en fait, nous aussi, on a envie qu'on nous connaisse, que le produit marche. Pardon. Du coup, j'ai l'impression que tu représentes une sorte de double minorité, c'est à la fois dans ce métier, à la fois les crafters et à la fois les femmes. Donc, par rapport à ça, est-ce que tu as eu un avis justement par rapport aux espèces de controverses qu'il y a eu récemment, notamment avec Uncle Bob, et notamment par rapport au renommage de la communauté, que tu n'as pas forcément fait apparaître dans les sites? Non, c'est vrai. Est-ce que tu as, mais peut-être par choix, est-ce que là-dessus tu as... En fait, je me rappelle que quand la question a été posée, j'ai pas du tout participé. Parce que je savais pas quoi en penser. Et même encore maintenant, je sais pas quoi en penser. Parce que je pense qu'il y a un problème, enfin, mais c'est pas que dans notre milieu, hein, voilà, c'est un problème général, encore plutôt bien outil par rapport à notre endroit. Mais après, des fois, j'ai peur d'une crispation par rapport au sujet. Donc du coup, je sais pas. Je savais pas. Ça a été choisi. Finalement, software crafting, c'est plus court. Bon, je me suis habituée. J'avais une question. Maintenant, ça fait peut-être un peu plus de 2 ans que tu me décris un peu là-dedans. Est-ce que tu t'es vu évoluer dans ta pratique, à l'image du nom, 3 petits points? Est-ce que tu t'es dit finalement c'est une pratique, c'est forcément une pratique qui évolue? Est-ce que tu pourrais nous dire des choses que je faisais au début, que je pensais bien faire, et finalement je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément la meilleure façon? Ben, par exemple, on parlait tout à l'heure des personnes qui pressurisaient. Moi, j'ai été pressurisée, mais j'ai aussi pressurisé, par exemple. Et ça, franchement, c'est quelque chose dont je ne suis pas forcément fière et que je ne referai plus jamais. Tu vois, par exemple, ça, c'est un truc qui a énormément changé, quoi. Et là où il y a une rupture, par exemple, c'est que j'ai démissionné d'une entreprise, qu'en fait, j'ai pris conscience de tout ça. Alors, c'est peut-être une manière de fuir, mais j'y arrivais plus à être en face par rapport à ce que j'avais été à un moment donné. Donc, ça a quand même changé pas mal de choses. La question était plutôt depuis que tu as démissionné, en fait, depuis que tu as changé de vie. Est-ce que les choses continuent à évoluer? Ouais. Oui, complètement. Oui, complètement. Comment tu conseillerais à une personne de se mettre au software craftsmanship, même si je ne sais pas s'il y a vraiment un moment où on peut dire ça y est, je fais du software craftsmanship ou pas? Je ne pense pas qu'on puisse effectivement s'y mettre, c'est pas un volet. Je ne suis pas forcément sûre dedans, enfin, c'est plutôt un état d'esprit, enfin voilà, quelque chose conseillé. Moi, je dirais peut-être les lectures
Ouais, par exemple, Clean moi, c'est un bouquin que j'ai relu plusieurs fois, que j'aime beaucoup, sur la démarche du professionnel. Ce que j'aime bien avec Clean c'est que c'est cool de se dire je vais faire du code propre, mais je trouve ça encore plus cool de se dire je vais lui donner des chances d'émerger par mon attitude au quotidien. Voilà, si j'avais un teenager, ce serait peut-être ces lectures-là. Puis après, venir au Software Crafter. Je fais un petit peu de pub. Et comment tu fais pour des équipes qui sont hétérogènes sur cette sensibilité-là, pour justement arriver à gérer des fois des choses qui peuvent se grandir ou ouais, on n'est pas tous Hoffman et les équipes elles sont hétérogènes, c'est des équipes, c'est bien aussi comme ça, mais vraiment encore une fois c'est quelque chose de aussi sur je sais pas, avoir des leviers ou En fait, je me pose souvent la question de ce que je peux changer, ce que je peux pas changer, et comment faire la différence entre les deux. C'est philosophique. Et j'essaye d'agir sur ce que je peux changer. Bon, actuellement, je suis dans une situation où il y a vraiment plein de choses qui ne vont pas. Et il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. J'ai des collègues qui voient de quoi je parle. Moi, par rapport à ça, j'essaye de mettre de l'eau verte et de me concentrer sur ce qu'on peut changer, ce qu'on peut faire évoluer. Bon, bah, merci beaucoup, Anastasia. Merci.